Léon Szpilart, maître du clair-obscur et des espaces vides, des errances nocturnes et des solitaires plongés dans leur mélancolie, comme chez son contemporain américain Edward Hopper, mais en plus brumeux encore. En attendant la réouverture du musée d'Orsay à Paris pour aller voir la grande expo Léon Szpilart, Lumière et Solitude, on peut lire 2 livres qui sortent à cette occasion et qu'on peut déjà commander et retirer en librairie. 2 textes personnels, littéraires et très documentés qui nous emmènent sur les traces du peintre Ostende, début du XXe siècle. Être moi toujours plus fort, les paysages intérieurs de Léon Szpilart, c'est de Stéphane Lambert, est édité par Arléa. Et Léon Szpilart, œuvre au noir d'Eva Bester, lui sort chez Autrement. Les 2 auteurs sont nos invités à distance, cela va sans dire. Léon Szpilart est né en 1881 à Ostende. Son père y tenait une parfumerie réputée. L'univers de la ville portuaire occupa une place centrale dans l'œuvre du peintre, tandis que ses lectures d'auteur symboliste et son attrait pour la philosophie nietzschéenne ont nourri la teneur de son regard. Après un bref passage à l'Académie des Beaux-Arts de Bruges, Léon Szpilart développa une esthétique empreinte d'angoisse. À partir de 1902, il illustre une série de livres pour l'éditeur bruxellois Edmond de Man, qui lui permet de nouer des liens avec des artistes et des écrivains renommés tels que Rodin et Verhaeren. Grâce à ce dernier, Szpilart expose quelques dessins aux côtés de Picasso dans une galerie parisienne. Sa santé fragile l'oblige régulièrement à rentrer à Ostende auprès de sa famille. Le confinement auquel le contraignent certaines périodes de convalescence l'amène à travailler l'autoportrait et à explorer la vie silencieuse des objets et des lieux. La période de création qui fera la postérité de Szpilart se concentre sur une dizaine d'années avant la Première Guerre mondiale. Son imaginaire y témoigne d'une exceptionnelle puissance poétique traversée par la sublimation de la noirceur. Bonjour Stéphane Lambert. Bonjour. Je viens de lire la première page de votre livre consacré à Léon Szpilart. C'est l'introduction, une introduction documentée. Et puis ensuite, dès le 2e chapitre, vous vous glissez dans la peau du peintre, puis celle de son psychanalyste. Et ce n'est qu'ensuite qu'on vous retrouve sur les terres de Szpilart. Après l'histoire romancée, il vous fallait connaître sa géographie, c'est ça ? Je la connais un peu puisque, étant belge, c'est assez familier ce décor de la Flandre. Ce que je voulais surtout, c'était la peinture de Szpilart essaye effectivement de sortir de l'individualité pour rejoindre une forme de flou qui est presque psychanalytique et donc très commun. Et donc je voulais que nos voix avec un X se confondent un peu et donc que la sienne émerge de la contemplation que je fais de ces œuvres et qu'inversement, moi, je continue d'avancer à travers mon regard. C'est bien d'avoir rappelé que vous êtes belge et que vous connaissez mieux que nous Szpilart. Vous avez beaucoup donc traîné au musée des Arts de la Mer, je suppose, devant l'incroyable collection d'œuvres de Szpilart. Pour vous, il représente quoi, Stéphane Lambert, Szpilart? Quel artiste? C'est plutôt le côté angoissant, le côté mélancolique qui l'emporte? Comme vous le disiez, enfin, dans la lecture du début de mon livre, il est connu quand même en Belgique de manière bien reconnue, bien installée dans notre imaginaire collectif. Et moi, je l'ai découvert forcément quand j'étais adolescent. Et quand on est adolescent, cet univers correspond vraiment à des états qu'on vit. Cet isolement, cette rencontre du monde extérieur, auquel il donne une forme, effectivement. À la fois, il saisit l'inquiétude qu'on peut ressentir face à ce monde extérieur, mais en même temps, il y a un réconfort de sortir de son isolement en voyant ses œuvres. Alors les critiques de son vivant lui prédestinaient la gloire et la postérité, mais aujourd'hui on ne le connaît pas très bien, ce peintre. Pourquoi on a eu cette période où on a voulu l'oublier ? C'est vrai et c'est pas vrai qu'on le connaît pas bien. En fait, on le connaît pas bien dans le sens, effectivement, son nom n'est pas très connu du grand public. Mais par contre, je pense que son imaginaire est quand même assez familier à beaucoup de gens. En tout cas pour ceux qui lisent, par exemple, parce que ces œuvres ont souvent été utilisées sur les couvertures de livres.
Si vous faites une petite recherche, vous allez voir que on a souvent utilisé, par exemple, cette fameuse toile, le Vertige, dont on dit qu'elle aurait influencé Hitchcock pour Vertigo. Ce personnage de dandy qui se promène sur la digue de nuit a souvent été utilisé. Ces autoportraits, alors ces autoportraits saisissants comme ça, on les a souvent vus également sur les couvertures de livres. Donc c'est un imaginaire qui est quand même assez familier, mais effectivement, sa reconnaissance n'est pas celle par exemple, Schiele ou Munch, pour prendre des peintres plus ou moins contemporains. Et qui l'ont marqué. Qui l'ont marqué et qui ont des univers assez parallèles, en fait. Se glisser dans la peau de Spilart, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir vu tous les tableaux, toute son œuvre, ou d'avoir aussi toute la documentation autour de sa vie? Oui, c'est un peu, j'imagine, le même travail que pour les acteurs avec leur texte, c'est-à-dire que il faut l'apprendre, son texte, mais après il faut l'oublier pour faire en sorte qu'on arrive à un point zéro, comme si c'était le point de rencontre vierge avec l'œuvre. Et il faut arriver en fait à ce que l'œuvre nous pénètre de telle manière qu'elle parle à travers nous, en fait. C'est ça de toute façon la force de l'art. C'est pas que ça reste des icônes extérieures, c'est qu'à un moment on porte les œuvres en nous, elles commencent à s'animer à travers nous, elles vivent à travers nos propres sensations, nos propres pensées, nos propres expériences. Elles se mêlent à nos propres expériences. Stéphane Lambert, vous précisez dans votre livre que Léon Spilart a été très marqué aussi par la littérature. Alors, il a rencontré des grands écrivains, Stéphane Zweig achetait ses œuvres par exemple. Mais comment la littérature peut-elle influencer un peintre ? C'est facile, c'est-à-dire qu'en fait, c'était comme vous l'avez dit, il avait une santé fragile, mais certainement un tempérament tourmenté, donc il a été très solitaire il s'est marié qu'à 34 ans, donc toutes ces années jusqu'à 34 ans, il a été un grand lecteur, donc confiné. Même si le terme aujourd'hui est assez négatif, mais et dans ce confinement, il lisait pour trouver chez les autres un écho de ce qu'il ressentait intérieurement. Et vous-même, vous devinez la bibliothèque idéale de Spilart à partir de ses œuvres ? Oh oui, c'est pas difficile de concevoir. En fait, pas tellement sa bibliothèque, parce que ça, effectivement, c'est aussi le fruit des fois des circonstances, mais d'imaginer les écrivains qui peuvent correspondre à son univers. Vous savez, ce qui me trouble dans sa peinture, c'est qu'elle est aussi représentative de toute cette époque. Du début du siècle où la psychanalyse prenait son essor, où des écrivains comme Kafka et Pessoa écrivaient leur journal et vivaient exactement les mêmes tourments intérieurs. Donc voilà, c'est toute cette famille de créateurs qui explorent ces ténèbres intérieures et qui essayent aussi d'atteindre leur moi, mais pas dans ce qu'il a d'anecdotique, dans ce qu'il a de plus essentiel. Vous dites qu'il a fini par avoir la reconnaissance et une vie familiale plutôt heureuse, mais que l'essentiel de l'œuvre de Spilart, c'est ce qu'il a fait avant la reconnaissance, avant son mariage, quand il était dans le dénuement. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Certainement que son mariage et sa vie conjugale et sa vie paternelle a calmé ses angoisses, ses inquiétudes et elles étaient grandement à l'origine de sa force créatrice.
Et puis je pense que si quand on crée, quand on n'a pas de public, on est dans une mise à nu totale en fait. On n'est pas dans un souci du regard extérieur, donc on va encore plus loin dans ce travail de scalpel pour atteindre ce qu'on croit chercher, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on cherche à travers la création. Mais en tout cas, on prend moins de pincettes pour y aller. Le réveil culturel, Toufik Hakem sur France Culture. Être moi toujours plus fort, les paysages intérieurs de Léon Spilart, c'est le titre de votre ouvrage, Stéphane Lambert. Pourquoi être moi toujours plus fort? Eh bien, vous l'expliquez, vous dites que le peintre cherchait ce qui se cachait derrière ce qui apparaît, c'est-à-dire passer de l'autre côté de l'image, écouter le murmure de la mort et se réveiller juste avant de disparaître pour saisir la proie que nous sommes. Oui, alors ça de toute façon, la phrase c'est de lui, c'est une phrase qu'il a dite. Je crois que c'était dans une interview, on lui a demandé quel était son plus grand désir, et c'est ça qu'il a répondu, être moi toujours plus fort. Et effectivement, je pense que on voit bien que bon, son œuvre, même si elle s'inspire soit de l'autoportrait, soit effectivement des paysages de stand, on n'est pas dans le naturalisme du tout, on est dans la transfiguration, dans la vision. Et moi, je fais toujours une différence entre le réel et la réalité. Et en fait, le réel, ça comprend la réalité, mais ça comprend également toute la partie qui n'est pas visible, qui n'est pas perceptible, alors que la réalité n'est que ce qui est perceptible. Et les grands artistes arrivent à faire émerger dans leur vision tout cet invisible. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler également la poésie. C'est ce qui arrive à donner forme à ce qu'on sait présent, mais qui n'est pas visible. C'est pas spécialement des choses surnaturelles, ça peut être simplement les sensations, les émotions, tout ce qui ne participe pas de la vision extérieure, l'artiste le révèle dans la forme artistique. Par exemple, il a fait beaucoup de scènes avec des objets sans action, et il arrive à travers son regard à faire parler ces objets. Alors je pense à ce fameux cette coupe bleue qui pour moi est absolument un chef-d'œuvre. S'il fallait d'ailleurs retenir qu'une œuvre de toute l'œuvre de Spilart, on pourrait retenir que la coupe bleue, parce que c'est vraiment la quintessence de l'art, c'est-à-dire à partir d'un seul élément comme ça, inerte, sans vie, qui a une coupe bleue posée sur, en plus, il y a pas d'autres fioritures dans le décor. Je pense le fond est assez uni. Il arrive à faire vibrer cette coupe de tout l'invisible qu'on peut projeter sur elle, en fait. Et c'est la magie de l'art, en fait, la magie dans le sens le plus fort et le plus ensorcelant. Merci beaucoup, Stéphane Lambert. Je vous en prie, merci à vous. Et dans un instant, on retrouve Eva Bester. Elle-même sort un livre autour de Spilart. À Ostende, j'aime Gibraltar, ces rochers qui s'ingénient à me faire du plat. À Ostende, je tire au stand, et je gagne des otaries
La mer se retire, cache ses rouleaux, à l'ombre des digues, elle et moi on s'ennuie. Nos souvenirs font des îles flottantes. À Ostende, j'ai la hantise de l'écharpe qui s'effiloche à ton cou. À Ostende, j'aime Épinal, ses ondes et lacrymales. À l'arrivée du ferry, un soupçon de fadeur, un rien de tragédie, et je pleure mon collier, ma colère. Flottez hippocampe, droit comme des i, laissez-vous porter par l'extrême obligeance. Faites fi de la géographie, des petits ensembles, des grands amphis. À Ostende, j'aime Gibraltar. À Ostende, j'appréhende les forces en présence. Je paye en yens des offrandes carabinées à des païennes indifférentes. À mes palabres, à Ostende, tout mon arbre. À Oslo, j'aime Agadir, son brouhaha. À Java, j'aime la Villette. À l'Alma, je soupire. En Ukraine, j'aime le fado. À Ostende. Ces paysages sont des asiles, ces portraits, les effigies de nos âmes sombres. Avec ces natures mortes, il transcende le réel et rend le banal fantastique. C'est un alchimiste. De la boue et de la sombreur, il fait du sublime. Spilart donne du panache au spleen. Eva Bester, je suis en train de lire un extrait de votre livre que vous consacrez aux peintres, qui sort chez Autrement. Vous aussi, vous êtes allé sur les traces de Spilart, Ostende, Mais Bruxelles. Oui. Alors, je ne sais pas, franchement, Eva Bester, bonjour d'abord. Bonjour. Je ne sais pas si Spilart est un bon remède à la mélancolie, pour reprendre le titre de votre émission tous les dimanches matins sur France Inter, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qui vous inspire. Quelle œuvre de Léon Spilart vous marque le plus, Eva Bester ? Pour moi, ce qui est emblématique, je pense que son millésime, c'est l'année 1908 et c'est l'année où il réalise la plupart de ses autoportraits, où il a l'air d'une créature sortie d'un film de Tim Burton, avec un côté aussi un peu David Lynch. Et l'autoportrait vraiment qui me frappe, c'est l'autoportrait au miroir, où il se tient devant un miroir et on dirait qu'il s'est échappé d'un cauchemar expressionniste allemand. En fait, il a un visage blafard, glauque même, mais glauque au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la couleur de la mer, bleu-vert. Et il est dans un cri d'effroi silencieux. On dirait un reptile paralysé d'épouvante. Et puis derrière lui, il y a le miroir qui se dresse. Vous savez, comme dans les films d'horreur, tout film d'horreur comportant un miroir est forcément effrayant. Et il y a le miroir qui l'épie. C'est comme s'il revenait d'un voyage chez les morts ou de l'autre côté du miroir et qu'il avait eu accès à des choses justement qui sont tout le temps en train de grouiller derrière nous, mais qu'on ne soupçonne pas. Et c'est absolument terrifiant. Et quand je vois ce tableau, en fait, j'ai l'impression que c'est nous, les vivants, devant l'hostilité du monde. Quand on ressent de l'effroi, c'est cette tête-là qu'on a, mais à l'intérieur. J'imagine que notre âme a cette tête-là, exactement. Ça a servi à quelque chose, ce voyage sur les traces de Spilart, Eva Bester ? Ça a servi pour la documentation, mais si vous voulez me parler de métaphysique, je suis ouverte. Non, vous avez retrouvé des ambiances un siècle après dans Ostende, oui. Le Ostende des tableaux de Spilart ? Parfaitement, parce qu'en fait, il y a la digue, la mer, le front de mer et les galeries royales, ces arcades qu'il a représentées si souvent, en fait, sont toujours là. Donc, c'est assez impressionnant quand on se balade là-bas, on voit Spilart, on voit la beauté de la ville, et en même temps, cette ville a été défigurée aussi par des blocs d'immeubles contemporains très laids, mais il reste des villas Belle Époque et quelques vestiges architecturaux qui font penser à Spilart. Alors, vous avez parlé de cet autoportrait. Pour moi, c'était vraiment le visage du peintre complètement métamorphosé par l'effroi qui lui inspirait le reflet de ses propres traits. Il était comment physiquement, Léon Spilart ? Il avait un visage assez impressionnant. Il avait un grand front, il avait les veines saillantes, il avait des grands yeux un peu exorbités. Il y a un ami à lui qui
comparait ses yeux à des suçoirs qui aspirent le sang en fait de tout ce qui l'entoure, les objets, le réel, son environnement. Et il est une créature un peu qu'on peut trouver chez Hoffmann ou Edgar Poe. Vraiment, et puis il habite le monde très douloureusement au début de sa vie. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup de tendresse pour lui. J'aurais aimé l'avoir comme ami. Il était très rigolo aussi, parce qu'on parle toujours de Spilart, de sa noirceur, de son tempérament inquiet, mais c'était aussi quelqu'un de très facétieux, qui se décrivait comme ayant pour trait principal de caractère la blague. Léon Spilart, œuvre noire d'Eva Bester sort chez Autrement, et Être moi, toujours plus fort, les paysages intérieurs de Léon Spilart de Stéphane Lambert, lui, est édité par Arléa. Merci Eva Bester d'avoir participé au Réveil culturel. Merci pour votre invitation. Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France. Et en espérant que le musée d'Orsay rouvre bientôt pour cette grande exposition consacrée à Spilart. Passez une bonne journée sur France Culture. On se retrouve demain à la même heure.